Bonsoir à tous et bienvenue à cette soirée sur l'intermodalité organisée par le réseau ENAC Alumni du groupe ADP. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Étienne Deloriston, salarié du groupe ADP et membre du conseil d'administration d'ENAC Alumni. Et je vous promets une introduction en moins de 5 minutes chrono pour laisser la part belle aux intervenants qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. Tout d'abord, quelques mots sur l'association ENAC Alumni qui a proposé cet événement. ENAC Alumni, association des diplômés de l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse, a pour vocation d'animer un collectif de quelques 30 000 alumni à travers le monde. Les enjeux sont multiples, rapprochement de l'ENAC avec ses alumni, facilitation des échanges et rencontres entre les élèves avec les entreprises, partage de connaissances et du réseau au bénéfice du plus grand nombre, renforcement des liens entre les entreprises, du secteur et de l'école. Depuis quelques années, nous déployons des antennes dans les entreprises et avons notamment avec Pierre Abraham créé le réseau du groupe ADP en 2022. Certains d'entre vous ont ainsi pu participer à une première table ronde sur les SAF à Orly en 2023, aux états de l'air à la DGAC qui se déroule chaque année en octobre, et aux récentes mini-conférences ENAC Alumni Fit Group ADP à Innovation Hub de CDG en décembre dernier, et à présent ce soir pour ce moment autour de l'intermodalité. Le réseau ENAC Alumni du groupe ADP entend ainsi faciliter les échanges, les rencontres, le partage d'expériences et d'expertise au service de notre belle entreprise. Alors pourquoi une table ronde sur l'intermodalité? Le sujet nous a semblé cocher de nombreuses cases, sujet d'actualité, demande sociétale et politique forte, contribution aux objectifs de décarbonation. Notre entreprise est en partie prenante de cette intermodalité. Le projet a ainsi reçu un accueil très favorable de la part de nos sponsors, que je tiens à remercier, Régis Lacotte et Pierre Abraham pour la direction de Paris-Charles de Gaulle, Lionel Guillard et Anne-Laure Mathieu pour la direction du développement durable, ainsi que l'association ENAC Alumni. Grâce à eux, vous aurez notamment ce soir l'occasion de parfaire vos connaissances sur l'intermodalité, et également, vous serez récompensé de votre participation avec le cocktail qui suivra. Permettez-moi à présent, et j'aurais certainement dû commencer par cela, de remercier les intervenants pour leur venue et l'expérience qu'ils vont nous partager. Régis Lacotte, encore une fois, directeur de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, Mathieu Blandel, partenaire au sein d'Arthur des Little, Laurence Debrinca, directrice prospective études au sein d'Île-de-France Mobilité, Jean-Claude Durand, directeur programme chez SNCF Gare et Connexion, et Aurélien Gandois, VP Bus de Blablacar Bus. Merci enfin à la direction de la communication, Laurent Cheval et Thierry Bouvier, Sylvie Couturier et toute l'équipe de la Maison de l'Environnement de nous recevoir dans cet amphithéâtre, à Florence Poitvin, Christelle Durand, Fabienne Bonneau de SLA, ainsi qu'aux nombreux volontaires du réseau ENAC Alumni ADP impliqués dans cette opération, en particulier Eva Carrier, Nabil Ouzane, Laurent Churlet et Guylaine Marvéjol. J'espère n'oublier personne. Enfin et promis, l'introduction sera terminée dans quelques instants. Je tiens également à remercier Clémentine Petin qui a accepté la mission d'animer cette table ronde et qui, étant par ailleurs diplômée de Supaéro, école voisine de l'ENAC, nous permet de démontrer, si c'était nécessaire, que l'ENAC sait également faire preuve d'une forme de féminisme. Je laisse enfin la parole à Mathieu Blandel. Merci encore à tous pour votre présence et très bonne soirée. Merci Étienne, bonsoir à tous, merci de votre présence, merci à ENAC Alumni de cette invitation. Je suis ravi du coup de partager quelques éléments introductifs au débat qui va suivre, pour essayer de donner quelques éléments de cadrage peut-être sur les enjeux de l'intermodalité. Alors peut-être quelques enjeux, le premier point quand même c'est de définir l'intermodalité. En réalité, il y a plusieurs, on va dire, cercles géographiques en prenant l'aéroport. Il y a l'intermodalité pour desservir le cœur de la métropole qui dessert, la ville-centre. Et évidemment, venir à l'aéroport avec différents modes de transport, c'est un enjeu de multiplier ces modes de transport. Il y a ensuite la zone de chalandise qui est typiquement un rayon à 2 heures de trajet en voiture autour de l'aéroport. Chaque aéroport a une zone de chalandise propre, mais qui est aussi important d'irriguer avec des modes d'accès. Et puis ensuite, vous avez la longue distance. Vous avez des gens qui viennent de beaucoup plus loin prendre l'avion. Et c'est là où, typiquement, on a des modes plutôt train longue distance, voire bus ou car, qui vont être utilisés. Donc on va essayer de parler un peu de ces trois zones dans les slides suivants. Vous allez voir tout à l'heure. Quelques enjeux quand même. Alors d'abord, sur la mobilité, c'est un enjeu économique pour les aéroports. Vous avez sur cette page la répartition du chiffre d'affaires des aéroports dans le monde par type d'activité. Vous voyez que globalement, en moyenne,
c'est à peu près 10% du chiffre d'affaires des aéroports, parking, location de voitures. Et en fait, en contribution au profit, c'est plus important, c'est quasiment 15%. Donc la mobilité, c'est un enjeu économique de financement du business model des aéroports. C'est aussi un enjeu environnemental assez fort. Ce que vous voyez sur cette page-là, c'est l'origine des émissions dans le transport aérien commercial mondial. Évidemment, 90% se passe en vol, 10% se passe au sol, mais dans ces 10%, vous avez un tiers des émissions qui sont liées en fait à la mobilité de vers les aéroports. Et donc décarboner en fait la mobilité de et vers les aéroports, c'est un enjeu important parce que quand on regarde ce qui se passe au sol, là où les aéroports ont le plus de levier, évidemment, ça pèse assez lourd. Donc un enjeu économique, un enjeu de décarbonation, c'est aussi un enjeu de qualité de service et de désaturation des accès. Beaucoup d'aéroports sont conçus avec des accès qu'on va avoir du mal à agrandir. Si on prend Orly, on a une forme presque de cul-de-sac, on arrive comme ça dans la nasse d'Orly. Si on prend Roissy, on a les viaducs qui desservent CDG2, enfin toute la plateforme. Il est difficile d'élargir pour le moins. Et donc si on veut continuer à croître et à se développer, en fait on va avoir un goulot d'étranglement sur les accès. Donc l'intermodalité, c'est aussi un enjeu important de ce point de vue. Et puis, c'est aussi un enjeu de conformité, quelque part, réglementaire, puisqu'on a une pression réglementaire qui s'accentue avec une volonté de la société et des politiques de substituer le feeding en avion par du train ou un autre moyen moins polluant. Vous avez l'exemple de la loi climat et résilience en France. Alors, on était parti d'une convention citoyenne avec une limitation à 4 heures de vol, 4 heures de train, pardon, pour substituer l'avion par le train. Ça a été un petit peu détricoté, mais le mouvement est là, le mouvement est lancé, il y a un jalon qui est posé, et on peut imaginer que peut-être demain la pression sera plus importante. À 4 heures de Paris, vous le voyez ici en bas, on peut aller jusqu'à Francfort et Londres évidemment. À 4 heures de Francfort, on couvre quasiment toute l'Allemagne et quelques points en Suisse, en France et ailleurs. Donc en fait, pour les hubs, les grands hubs européens, il y a un enjeu aussi d'anticiper et de ne pas subir ce type de mouvement. Alors, qu'est-ce que l'on observe aujourd'hui en termes d'intermodalité? C'est là que je vais revenir sur les 3 zones dont je vous ai parlé dans l'introduction. Il faut quand même observer un premier mouvement, c'est que les aéroports s'éloignent de leur métropole cœur, cible. Vous voyez ici des générations d'aéroports qui ont été la date d'ouverture de la plateforme et la distance par rapport au centre-ville. Et vous voyez, évidemment, les aéroports les plus récents et les plus modernes sont ici, s'éloignent en fait du cœur de la métropole, ce qui est logique parce que l'urbanisation faisant son œuvre, on s'éloigne le plus possible des zones urbanisées. Mais ça pose un défi, c'est-à-dire qu'il faut relier des aéroports qui sont de plus en plus éloignés. Là, vous voyez, on est à 40-50 km de la métropole cœur. Ça commence à faire une distance importante. On a ce premier défi à relever. Alors comment les gens essaient de le relever? C'est la mise en place en fait de lignes dédiées on joue sur la vitesse puisqu'en fait on s'éloigne et on ne veut pas dégrader le temps d'accès qui est un facteur important de la qualité de service. Donc on voit qu'on va jouer sur on va accélérer la vitesse moyenne. Vous voyez par exemple ici, si je prends l'exemple de CDG avec le RER B, on est plutôt à 55-60 km/h de vitesse moyenne. CDG Express, on vise autour de 100 km/h pour desservir la plateforme. Donc c'est ça, on va jouer là-dessus. Mais ça veut dire mettre en place des moyens dédiés qui sont assez coûteux et assez spécifiques. Quand vous êtes au-dessus de 100 km/h de vitesse moyenne, vous êtes imbattable par rapport à tous les autres modes peut-être pas de moto-taxi pour votre conducteur de moto est confiant, mais globalement vous êtes assez imbattable et vous avancez, vous avez la meilleure proposition de valeur temps. Alors c'est compensé par le prix aussi, hein, évidemment. Vous voyez, ça, et plus on va à droite, plus le prix augmente.
mais c'est ça qui est mis en place. Sur la zone intermédiaire, la zone de chalandise, là on a un sujet, c'est qu'on doit desservir une zone qui est très capillaire, avec des gens qui habitent, donc qui sont diffus. Et là, c'est là où la voiture, en fait, se distingue. Vous voyez les chiffres sur Roissy. Typiquement, Roissy-Île-de-France, 72% des gens viennent en voiture. Roissy, Petite Couronne de Paris, c'est 55%. Alors qu'évidemment, les gens qui résident à Paris ne viennent, entre guillemets, que, c'est quand même beaucoup déjà, à 25% en voiture sur l'aéroport. Donc c'est beaucoup plus difficile, évidemment, de desservir une zone aussi granulaire. Là-dessus, donc on met voiture particulière, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi en fait de l'autopartage, ça peut être aussi le bus, qui est beaucoup plus souple et granulaire, mais c'est le type de moyen qu'on va mettre en place, ou alors des liaisons ferroviaires régionales. Je prends l'exemple de Zurich, je vais revenir là-dessus, mais Zurich et l'aéroport de Zurich, la gare est vraiment sur le réseau national suisse, et pas que longue distance, donc l'aéroport est extrêmement bien irrigué par le train. Alors que Roissy, par exemple, sur le train, c'est uniquement sur la LGV. Alors ensuite, quand on va sur la longue distance, on vous a mis une petite carte d'Europe et des liaisons ferrées TGV, enfin grande vitesse, pardon. Il y a très peu d'aéroports qui sont vraiment situés sur les LGV. Regardez, en fait, vous avez Lyon, Paris, Amsterdam, Düsseldorf, Francfort. Voilà. Alors, Bruxelles, on pourrait considérer, mais c'est un petit barreau de déviation, ça se discute. Donc il y a très peu d'aéroports qui sont branchés directement sur le réseau TGV. Il y en a d'autres qui sont bien branchés sur le réseau national, Oslo, Stockholm, Copenhague, Genève, Zurich par exemple. Et vous voyez que quand ils sont branchés sur ce réseau-là, ils sont extrêmement bien desservis, c'est ce que vous voyez ici typiquement. Zurich, vous avez à peu près 15 trains par heure qui s'arrêtent à la gare de l'aéroport, et ça dessert 8 axes, 8 grandes directions. Donc c'est une desserte extrêmement efficace, intermodale extrêmement efficace. Et sur la longue distance, la gare de Zurich, c'est du coup l'aéroport le plus fréquenté. Il doit être à une quinzaine de millions de passagers. Roissy et Francfort ont à peu près la même... Enfin, alors Francfort, vous voyez, il y a plus de trains que Roissy, en fréquence horaire. Mais au global, le nombre d'axes de direction dans lequel on peut aller, c'est comparable. Et en trafic, c'est aussi comparable. Mais en fait, on voit bien que le branchement sur le réseau national est assez important. Et pour finir cette introduction qui devra rester brève, quelques facteurs clés de succès tels qu'on les a vus. Dans le document qui sera disponible, il y aura des slides qui les illustrent, je ne vais pas les présenter ce soir. Vous en avez classiquement des sujets qui sont liés, on va dire, à l'offre qui est mise à disposition, l'offre intermodale qui est mise à disposition, et puis l'expérience de correspondance. Typiquement, aujourd'hui, on voit que l'intermodalité, en tout cas Air Rail telle qu'elle est construite, elle n'est pas encore totalement optimum. Il y a des problèmes d'alignement du yield entre le rail et l'aérien. La réservation n'est pas forcément unifiée. Vous verrez que typiquement le billet Deutsche Bahn Lufthansa est plus simple que le billet SNCF Air France aujourd'hui, donc le produit qui existe en Allemagne est plus simple et plus facile. Puis il y a un vrai sujet d'optimisation des fréquences et des horaires. Donc vous regardez, en fait la coordination n'est pas optimum. Les règles de correspondance sont assez strictes. Air France, par exemple, sur Paris, applique les mêmes règles de correspondance que pour l'aérien, donc les mêmes MCT. Et du coup, quand on regarde par rapport à l'offre train sur Roissy, il y a une bonne partie, on a comparé sur quelques villes, il y a un bon tiers des TGV qui ne peuvent pas être offerts à la réservation d'un billet intermodal, pour des raisons on met à 5 minutes près, etc. Les règles sont assez strictes. Donc ça, c'est un vrai sujet quand même, la synchronisation des trains horaires. Et après, il y a l'expérience de correspondance, évidemment.
avec le gros sujet des bagages sur lequel je ne vais pas revenir. On parle beaucoup des bagages sortis du train à l'aéroport, qui pose des enjeux assez importants. Il y a aussi en fait le pré-acheminement du bagage dans le train. Vous connaissez tous ici la petite anecdote de Bruxelles Airlines qui enregistre les passagers au terminal 1 de Roissy la veille de leur départ et qui met les bagages dans un camion pour aller jusqu'à l'aéroport de Bruxelles. Les passagers ensuite prennent un train le lendemain matin pour aller prendre l'avion à Bruxelles. Pourquoi ils font ça? Parce que ces passagers-là, c'est beaucoup sur des vols Afrique, avec un taux de bagages extrêmement important. Et en fait, Bruxelles Airlines ne veut pas voler entre Paris et Bruxelles, c'est pas rentable. Mais quand ils ont demandé pendant 6 mois à leurs passagers de prendre le train, les gens ne savaient pas où mettre les bagages dans le train. Et donc, ils ont perdu leurs passagers. Ils ont mis un camion qui transporte les bagages sur Bruxelles. Donc, il y a aussi ce sujet du bagage, non pas que sur la gare, mais en fait dans le train. Voilà quelques éléments de réflexion. Et puis, peut-être pour ouvrir les choses, est-ce que ça veut dire que les aéroports, je parle du point de vue des aéroports, invité par l'ENAC, je suis venu sur ce thème-là, en fait, on voit que certains aéroports du coup font des mouvements sur la chaîne de valeur. Certains aéroports deviennent exploitants. Typiquement, à l'aéroport de Vienne, le train est exploité par une JV dans lequel l'aéroport est actionnaire. Ou à Bangkok, l'aéroport est exploitant des VTC vers le centre-ville. Puis l'aéroport peut être aussi propriétaire de l'infrastructure. Typiquement, Aéroport de Paris fait partie du consortium qui finance les infrastructures du CDG Express. Et puis, on peut être les deux, et parfois ça a un impact énorme. Si on prend l'aéroport de Beauvais sur le bus, en fait, on voit que, je vous ai mis ici, j'ai caché les chiffres pour des raisons de confidentialité, mais vous voyez, les proportions sont rigoureusement exactes. Donc vous voyez ici l'EBITDA des différentes activités de l'aéroport de Beauvais. Et donc vous voyez qu'en fait, quand est-ce que l'aéroport de Beauvais commence à gagner de l'argent? Un peu sur les commerces, sur les parkings et sur la navette. En fait, quand vous êtes actionnaire de l'aéroport de Beauvais, vous êtes actionnaire d'une société de bus, et non pas d'un aéroport. Mais ça veut dire que la mobilité peut être en fait un levier de création de valeur pour certains aéroports, compte tenu de ça, et donc des mouvements sur cette matrice sont à attendre. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cadrer un peu le débat, et je vous laisse méditer sur cette page, puisque le débat revient finalement quelques 50 ans plus tard, et j'espère qu'il sera riche ce soir. Merci à vous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette introduction très riche. Bonsoir à nos 4 intervenants. Merci d'être là pour venir partager votre vision de l'intermodalité avec nous ce soir. Alors, je commence peut-être à ma gauche pour la petite présentation. Aurélien Landois, après des études d'ingénieur, vous avez travaillé pendant 15 ans dans la logistique de produits de grande consommation et de transport de colis. Puis vous avez rejoint le transport de voyageurs il y a à peu près 3 ans en tant que responsable des opérations chez BlaBlaCar Bus, dont vous êtes maintenant vice-président de toute l'activité. Laurent Tobrinka, vous êtes diplômé de Centrale Paris, vous travaillez chez IDFM depuis 1992. Vous êtes spécialisée dans l'analyse et la politique des mobilités et actuellement en tant que directrice prospective et études, vous êtes responsable de la direction qui élabore notamment le plan des mobilités d'Île-de-France. Vous avez été aussi directrice de projet pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris cet été. Vous avez d'ailleurs participé à la candidature à l'époque en 2012. Et pendant cet été, votre direction s'est notamment occupée des transports en commun pour les spectateurs et les personnes accréditées. Je continue. Jean-Claude. Jean-Claude Durand, vous êtes ingénieur diplômé de l'ESTP et vous avez également un master en maîtrise d'ouvrage au pont. Vous avez travaillé d'abord pendant une vingtaine d'années dans la construction et maintenant vous êtes chez SNCF depuis 20 ans. Vous avez occupé divers postes en maîtrise d'ouvrage, notamment pour des projets de la gare Saint-Lazare et de la gare de l'Est.
Et puis vous avez récemment pris la direction des programmes des gares TAGV, train apte à la grande vitesse, puisque TGV est une marque déposée par SNCF Voyage, dont vous pourrez nous parler tout à l'heure. Donc vous vous occupez des gares franciliennes hors Paris, telles que Charles de Gaulle, Marne-la-Vallée, Massy, et puis la future gare de Pont-Rungis, dont on reparlera. Et vous portez une attention particulière évidemment aux interconnexions avec l'aérien à Orly et CDG. Et enfin, Régis, je ne sais pas s'il y a besoin de vous présenter ce soir, mais bon, on va le faire quand même pour l'équité. Vous êtes diplômé de l'école d'ingénieur ESIEE et de l'ENAC. Vous avez débuté votre carrière en 1998 à l'aéroport Roland-Garros de La Réunion. Et vous travaillez depuis 2002 chez Aéroports de Paris, d'abord en tant que cadre de programme, puis dans diverses fonctions, à l'assistance en escale, l'exploitation des terminaux 2E, F et G, les opérations de Paris-Orly, et puis les aires aéronautiques de Paris-Charles de Gaulle, avant de prendre la direction de l'aéroport d'Orly en 2018, de partir chez GMR en Inde en 2020, et enfin d'être nommé en tant que directeur de Paris-Charles de Gaulle en 2022. C'est tout bon. Et bien merci encore. De mon côté, Clémentine, je travaille au pôle mobilité du groupe. On va peut-être commencer avec une petite présentation des lignes de transport qui permettent de rejoindre aujourd'hui la plateforme de CDG, celles qui existent déjà et celles à venir avec les cartes. Nabil, tu peux peut-être diffuser. Merci beaucoup. Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Île-de-France Mobilité, au cas où vous ne connaîtriez pas, donc, nous sommes l'autorité organisatrice de la mobilité en Île-de-France, responsable notamment de l'organisation de l'offre de transport collectif, du niveau de qualité de service. Nous passons des contrats avec l'ensemble des opérateurs sur les services que nous avons définis. Alors, le sujet, évidemment, de la desserte de l'aéroport et de l'ensemble de la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, c'est un sujet majeur pour Île-de-France Mobilité. On a fait de nombreuses études au fil des années. Aujourd'hui, la seule ligne ferroviaire qui dessert l'aéroport, c'est le RERB. Le RERB qui connaît des hauts et des bas. On a notamment établi un plan vraiment d'action très important pour arriver à remettre, à reconstituer la régularité sur cette ligne, qui porte ses fruits, puisqu'on a réussi à gagner 3 points de régularité, de ponctualité entre 2023 et 2024. Alors il y a eu un effet JO, mais pas que, parce que la régularité s'est améliorée aussi en dehors des Jeux Olympiques. Globalement avec des mesures qui ont été prises par les opérateurs pour améliorer la gestion des situations perturbées. On a des perspectives encore d'amélioration future avec la création d'un centre de commandement unifié pour que les décisions soient prises vraiment de manière plus fluide entre la RATP et la SNCF, et puis une perspective de remplacement des matériels roulants qui arrive en fin de vie, et donc ce sera à partir de 2027. Sur les lignes nouvelles, alors il y en a 2 qui ne sont pas portées par Île-de-France Mobilité, mais qui évidemment vont avoir un impact important sur la desserte. C'est dans l'ordre de mise en service la liaison nouvelle Roissy-Picardie, qui aura un arrêt en Île-de-France en correspondance avec le RERD, et puis CDG Express dans une tarification en revanche particulière. Pour revenir à la desserte francilienne, ce sera évidemment la ligne 17 du métro du Grand Paris Express qui, avec sa gare à CDG2 et puis au Mesnil-Amelot, qui va changer la donne sur la desserte générale de la plateforme. Et puis aussi des projets d'infrastructures plus légères, des bus à haut niveau de service qui, eux, sont portés par le conseil départemental du Val d'Oise, mais qui font suite en fait à justement à toutes les études que nous avions pilotées avec Île-de-France Mobilité, et qui là visent moins les voyageurs aéroportuaires que les salariés de la plateforme, pour permettre de relier vraiment les quartiers d'habitat qui sont situés dans le Val d'Oise le long du RERD, permettre de les relier directement aux différentes zones d'emploi. Parce qu'en fait, l'enjeu principal, pour Île-de-France Mobilité, c'est peut-être plus la desserte des salariés que la desserte des voyageurs aériens. Et cette desserte des salariés, elle est compliquée parce que les emplois sur la plateforme ne sont pas tous concentrés au même endroit. Loin s'en faut, et donc c'est effectivement comment arriver à assurer cette bonne desserte.
c'est pour amener les salariés au pied de leur emploi, hein, parce que sinon ça ne sert à rien, ils ne prendront jamais les transports en commun. C'est bien notre problématique actuelle. Donc ces BHNS, pour l'instant, ils font encore l'objet d'études et il doit y avoir une enquête publique à venir. On a regardé du coup les temps de déplacement hein, pour se rendre. Alors on a pris le point de Roissy-Pôle, donc la gare routière qui est pas loin d'ici au niveau de la gare CDG1. Situation actuelle, on voit effectivement que si depuis Paris, hein, globalement, on met moins d'une heure, dès qu'on est en dehors de Paris, hormis pour les axes directement desservis du RERB, les temps de parcours sont quand même très très longs. Alors la situation va s'améliorer, vous voyez, quand on voit la différence entre les deux. Elle va s'améliorer notamment grâce en fait, à l'ensemble du métro du Grand Paris, qui va permettre d'améliorer vraiment la desserte depuis l'approche couronne. Et d'arriver à des temps de parcours qui seront beaucoup plus raisonnables. J'ai parlé des grandes infrastructures, mais on a aussi le réseau de bus. Donc réseau de bus, là, ne sont représentées que les lignes qui desservent, qui ont un arrêt sur la plateforme, et qui justement assurent hein, cette capillarité par rapport aux secteurs qui sont immédiatement environnants. Une offre bus qu'on a beaucoup renforcée au fil des années, et pour laquelle on essaye de s'adapter évidemment aux spécificités des enjeux de mobilité de la plateforme. Par exemple, on améliore la desserte par Roissy-Bus, hein, qui est désormais exploitée avec des cartes, donc ça vient de changer, au moins pour une partie du parc, et l'ensemble du parc ce sera pour dans quelques semaines. On va développer des lignes de car express, donc ça c'est un projet qu'on a de manière générale sur l'ensemble des villes de France, mais qui sera d'autant plus mis en service pour la desserte de la plateforme aéroportuaire. Aujourd'hui, il y a à peu près 7 lignes de car express hein, qui permettent de venir depuis la Seine-et-Marne, le Val d'Oise ou même la Seine-Saint-Denis. On en prévoit 2 nouvelles en 2025 et puis sans doute d'autres encore à venir en 2026. Donc des lignes de car express qu'on va aussi coupler avec des pôles d'échange multimodaux pour qu'on puisse rejoindre ces lignes de car express avec sa voiture et finir en car express. Voilà. Et puis on a aussi une desserte de nuit parce que la plateforme elle vit 24 heures sur 24, les transports en commun franciliens un petit peu moins. On a 2 lignes noctiliens depuis Paris et puis surtout ce système de transport à la demande pour permettre aux salariés qui n'ont pas de voiture de venir quand même travailler hein, avec donc, ce transport à la demande Filéo, des lignes qui prennent le relais des lignes régulières de journée en soirée et puis un transport qui est vraiment zonal et qui se déclenche à la demande en fonction des réservations qui sont faites. Je vous ai dit qu'on était l'autorité organisatrice de la mobilité parce qu'on ne fait pas que des transports en commun, on est aussi compétent en termes de services, notamment de covoiturage, et donc nous allons lancer dans les mois qui viennent des lignes de covoiturage. On va commencer par le plateau de Saclay en 2025, mais nous avons pour projet de créer des lignes de covoiturage en 2026. C'est des lignes qui permettront en fait à des personnes qui vraiment n'ont pas de voiture ou souhaitent ne plus venir en voiture, de trouver facilement un covoitureur sur des lignes en particulier bien identifiées à l'avance. Voilà, donc des enjeux qui sont très importants, comment accéder au plus près des salariés, et puis plus généralement comment organiser toute cette intermodalité, puisqu'on le voit, on aura plutôt CDG1 qui va rester pour nous le grand hub bus, et CDG2 qui va devenir le grand hub des lignes ferroviaires. Mais donc ça n'est pas au même point, et donc voilà, nous avons sans doute beaucoup de travail ensemble dans les prochains mois et années. Merci beaucoup Laurence pour ce panorama assez vaste. On voit que les mobilités locales et régionales en Ile-de-France et en particulier la CDG sont assez riches. Comment faire finalement pour nous en tant que plateforme aéroportuaire pour répondre à ces nouvelles lignes, comment faire pour accueillir ces nouvelles lignes de mobilité et comment répondre aux défis actuels qui nous sont posés. Régis. Merci Clémentine. Alors, les défis de plateforme, ils sont nombreux. Je vais essayer de les synthétiser sous deux grands aspects. Premier aspect, c'est répondre à la demande. Donc je reviendrai sur cet aspect.
mais qui a plusieurs volets. Et un deuxième aspect qui me semble essentiel pour nous tous, et notamment en tant qu'opérateur aéroportuaire, c'est bien entendu de réduire l'empreinte de nos opérations, puisque aujourd'hui c'est le sujet essentiel de notre industrie, c'est de la décarboner. C'est de décarboner ses activités sur la plateforme, c'est les activités aériennes, et c'est aussi finalement toutes les activités induites, et donc notamment, et bien entendu, les accès en font partie. À répondre à la demande, c'est un sujet majeur pour nous, c'est l'ADN du groupe ADP, hein, depuis toujours, ça a été effectivement de faire croître nos infrastructures au travers du temps pour répondre à la demande de nos clients, compagnies aériennes et passagers. Cette demande, aujourd'hui, à Paris-Orly, vous le savez tous, elle est encadrée par une régulation qui fait que, grosso modo, en termes de mouvement, elle ne se développera plus, mais en termes d'emport passager, on peut imaginer qu'il y aura encore une petite croissance du trafic. À Charles de Gaulle, on n'est pas du tout dans cette dynamique. On est dans une dynamique de croissance notamment du hub d'Air France. Et quand on se projette dans le futur, même si finalement, après la crise Covid, on voit que la demande ne sera plus jamais celle qu'on avait envisagée avant, c'était une croissance autour de 2,5-3%. Dans le futur, on envisage une croissance autour de 1%. Même ce 1%, ou 1,5% de croissance, va nous conduire à devoir accueillir à un horizon d'ici à 2050 de l'ordre de 105-110 millions de passagers. C'est une trentaine de millions de plus que ce qu'on a fait en 2019. Et comme l'a si bien mis en exergue tout à l'heure dans sa première intervention, notre ami d'ADL, eh bien, on va très certainement à une rupture de la plateforme en termes d'infrastructure si on n'est pas capable d'accompagner en tout cas un report intermodal, ou en tout cas d'être un acteur fort de ce report. Et donc du coup, eh bien, ça va être le sujet de la transformation de nos accès. Cette transformation elle est en marche, notamment avec l'arrivée de plusieurs dessertes ferrées qui vont pouvoir permettre ce report. Elle est aussi en marche avec eh bien, l'offre fer-air qui va se développer, mais pour qu'elle puisse bien se développer, il faut que nous aussi on soit acteurs, on va dire, de cette transformation. Aujourd'hui, les infrastructures, on a vu, il y a tout un nombre de challenges à adresser, et donc là aussi on va avoir un rôle à jouer. Et donc tous ces aspects font que eh bien, le sujet des mobilités et d'intermodalité, eh bien, il est au cœur de nos enjeux pour les 15, 20, 25 prochaines années. Donc c'est tout ce qu'on cherche à adresser, notamment dans notre vision stratégique du développement de Charles de Gaulle. Et dans cette vision du développement stratégique de Charles de Gaulle, eh bien, les mobilités ont pris un rôle essentiel sous le coup, eh bien, effectivement, notamment de la montée des dessertes ferrées. On voit que sur la gare de CDG2, on va jusqu'à un doublement du nombre d'usagers dans les prochaines années. Hein. Donc d'ici à 2030, on va passer de 15 à 30 millions d'usagers. Et si on se projette jusqu'à 2050, on va aller jusqu'à même 45 millions d'usagers. Donc on voit bien qu'il y a une transformation profonde des accès à la plateforme, et que le groupe ADP va devoir accompagner ce mouvement en faisant évoluer ses infrastructures. Évoluer ces infrastructures au service de nos clients et de nos usagers. Alors je vais revenir là-dessus, c'est un terme chez ADP qu'on n'aime pas trop, le terme usager, puisqu'on a fait un virage il y a plusieurs années où on a banni ce terme au profit du terme de client. Mais si on regarde grosso modo quels sont les acteurs de la mobilité sur la plateforme, en tout cas ceux qui l'utilisent, on a les salariés, on a les passagers locaux qui viennent depuis essentiellement Paris pour rejoindre la plateforme, mais pas que, puisque finalement on a une zone de chalandise qui est très grande. Et puis avec le développement de l'offre sur la plateforme de mobilité, on va avoir, nous, ce qu'on appelle les voyageurs du quotidien,
qui vont utiliser en fait cette plateforme de Paris-Charles de Gaulle comme une plateforme relais pour rejoindre leur lieu de travail qui c'est au sud de l'Île-de-France, à Paris. Et donc c'est sous le coup de tous ces enjeux qu'il nous faut adresser effectivement le sujet de la mobilité. Donc CDG2, mais effectivement avec la montée en puissance du ferré, va prendre le centre de gravité de la plateforme était déjà bien centré sur CDG2, mais avec la gare, effectivement, on va avoir des enjeux importants à gérer. Mais on va aussi avoir des enjeux importants à gérer sur l'attractivité de cette plateforme. Et pour continuer à la rendre compétitive et attractive, il va falloir qu'on irrigue notamment nos différents quartiers de vie. Et là, on y reviendra, c'est peut-être aussi un gros sujet, ces quartiers de vie, il faudra qu'on les connecte bien en fait, à ces nouveaux pôles multimodaux, ou en tout cas aux pôles multimodaux existants, mais qui vont devoir se développer dans le futur. Donc, premier sujet, eh bien, répondre à la demande, et cette demande, comme vous le voyez, elle est multiple, elle revêt plusieurs visages. Et bien entendu, pour nous, c'est essentiel pour la suite de l'histoire de CDG et sa pleine intégration dans nos territoires avec une montée de plus en plus forte des considérations environnementales dans la société. Il faut qu'on puisse en réduire l'empreinte de nos opérations. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. Transition parfaite, puisque effectivement l'intermodalité à CDG, c'est la courte distance. Mais c'est aussi la longue distance avec nos passagers. Donc là, je me tourne vers vous, Jean-Claude, puisque finalement, la SNCF, au sens large du terme, a déjà enclenché une dynamique sur l'intermodalité pour les passagers qui voudraient faire une partie de leur trajet en train avant d'aller prendre, par exemple, leur avion à CDG. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette offre Train plus Air qui existe depuis 1995 déjà, et comment la SNCF, dans ses différentes entités, se structure pour favoriser l'intermodalité air-rail? Merci. Bonsoir. Oui, je peux en dire plus, mais je peux en dire plus dans un contexte. Le contexte, c'est l'organisation du groupe public ferroviaire, SNCF, depuis 2020, qui s'est organisé pour pouvoir, d'un côté, exercer les activités de gestionnaire de plateforme et d'infrastructure, SNCF Réseau et SNCF Gare et Connexion. Le groupe s'est organisé ainsi en 5 sociétés anonymes, une SA holding, les 2 gestionnaires d'infrastructures et les transporteurs de passagers, SNCF Voyageurs et sa filiale Keolis, et les transporteurs de fret, Rail Logistique Europe et sa filiale Geodis. Et à l'intérieur de ce dispositif, SNCF Gare et Connexion a des obligations qui sont fixées par la loi. Nous en avons 3. C'est d'offrir un service public de qualité et non discriminatoire à toutes les entreprises ferroviaires, qu'elles soient internes au groupe SNCF ou qu'elles soient externes au groupe SNCF, qu'on appelle les nouveaux entrants, les concurrents, plusieurs vocabulaires, mais pas historiques. Et une obligation de favoriser l'intermodalité entre tous les modes de transport, les lourds ferrés, les plus légers véhicules particuliers ou autocars ou modes alternatifs, et de participer au développement des territoires et évidemment de décarboner et les mobilités et nos propres activités. Alors dans ce contexte, je vais sûrement vous frustrer beaucoup, mais je ne suis absolument pas autorisé à dévoiler la politique du transporteur et la stratégie du transporteur SNCF Voyageurs en matière de développement de l'offre Airfare avec son partenaire Air France, puisque c'est une information commerciale confidentielle. En revanche, je peux vous donner quelques chiffres. La fréquentation de CDG2, c'est 15 millions au total, ça a été dit. Sur les 15 millions, c'est 5 millions grande vitesse, de ceux qui nous intéressent aujourd'hui en particulier. Et sur ces 5 millions, d'après nos enquêtes et comptages, 3 millions utilisent la correspondance Airfare. Donc soit par le biais du titre adapté, soit spontanément et individuellement, soit par le biais de leurs agences de voyage ou des plateformes informatiques.
À l'horizon 2050, avec les chiffres qui ont été évoqués de 45 millions, quand on fait parler les oracles et les modèles avec la précaution qui vont avec, les précautions qui vont avec les modèles et les oracles, quand on se parle de 45 millions de voyageurs en 2050, de notre côté, on identifie 7 à 8 millions de voyageurs longue distance, donc ceux qui utilisent les trains aptes à la grande vitesse. Et sur ces 7 à 8 millions, 70 à 80% seraient des clients airfare. Donc ça fait une augmentation évidemment assez considérable aussi. Et ce ne sont pas les seules caractéristiques, mais ça a été dit, le pôle de CDG, CDG2, CDG1, c'est gare routière et c'est des cercles locales, va devenir un pôle régional, va prendre encore plus d'importance en pôle régional, de correspondance interne, va prendre de l'importance en gare de dessert grande vitesse, puisque 30% de 8 millions, ça fait plus que 40% de 5, et donc le pôle se positionne en gare locale et en gare longue distance, de même qu'en rabattement. Les leviers de développement de cette offre-là, ça a été dit dans la slide, et on partage complètement cette vision. Les leviers, c'est la capacité des clients à pouvoir accéder à l'offre de transport combinée, soit par le biais de plateformes qui seraient capables de le vendre, et peut-être que SNCF Connect pourra un jour bien organiser les slots aériens et les sillons en gare pour pouvoir organiser les correspondances et les vendre, ou d'autres. C'est une offre de prix évidemment attractive dans laquelle les opérateurs de transport s'y retrouveraient, et les clients. Et la sûreté, les bagages ont été évoqués. On identifie dans les enquêtes qu'on peut faire un vrai sujet de préoccupation de la part des clients qui, dans l'environnement aérien, sont pris en charge de manière très sécurisée, depuis l'entrée dans le premier aéroport jusqu'à la sortie du deuxième, voire du énième jusqu'à l'hôtel. Dans les trains, c'est pas encore ça. Et évidemment, c'est un sujet, chacun a peut-être plus de facilité à surveiller son propre bagage. Et ce qui pourrait constituer un obstacle au développement de cette offre airfare, c'est finalement une résistance des clients, malgré la loi, malgré une offre, malgré toutes les incitations, ce serait une résistance des clients. Donc il y a sûrement un sujet à travailler entre opérateurs de transport et gestionnaires de plateforme pour pouvoir offrir ce service. Merci Jean-Claude. Quand on parle d'intermodalité longue distance, on pense souvent au train, c'est vrai, mais on a un autre mode de transport sur la plateforme. On a la chance d'avoir une gare routière à Roissy-Paul tout près d'ici. Ce sont les cars longue distance. Alors ça draine aujourd'hui un peu moins de passagers que les TGV, et pourtant, quelle est la vision finalement d'un opérateur tel que Blablacar Bus sur les cars longue distance, et comment favoriser l'intermodalité des passagers qui viennent en car à l'aéroport? Bonsoir à tous. Alors, nous ne sommes pas collègues. Je vais commencer par ce petit propos introductif. Blablacar n'appartient pas à la SNCF. Comme c'est une question qu'on pose souvent, alors SNCF a racheté Blablacar. Donc non, et d'ailleurs vous ne l'avez pas cité comme filiale. Donc il se trouve qu'en 2019, Blablacar a racheté Ouibus à la SNCF, et je pense qu'à ce moment-là, ça a pu permettre un doute dans l'esprit des gens. Donc Blablacar est une entreprise française indépendante qui a été fondée il y a une quinzaine d'années pour développer le covoiturage. C'est parti d'une idée d'un des cofondateurs qui voulait emmener son sapin, sa famille en Bretagne. Il ne trouvait pas de place dans les TGV puisqu'ils sont souvent très bien remplis. Donc les TGV ou ses concurrents, mais en Bretagne aujourd'hui il n'y a qu'un seul opérateur. Il ne trouvait pas de place, donc il a pensé au covoiturage. Et cette unique activité qui a intéressé Blablacar pendant près de 10 ans, devenir la plateforme qui met en relation des passagers et des conducteurs pour remplir les voitures. Et il s'est passé quelque chose en 2015, donc l'entreprise allait bientôt fêter ses 10 ans, avec la loi de libéralisation de l'économie du ministre de l'époque, M. Macron, qui a libéralisé le secteur des cars longue distance. Donc avant 2015, faire un Lille-Lyon en autocar, c'était interdit. Ça n'était pas possible. Et donc la loi a permis de libéraliser ce secteur, qui a connu une première phase d'expansion, plusieurs acteurs s'y sont intéressés, et ensuite une phase de concentration,
où depuis 2019, on va dire un duopole s'est installé avec l'opérateur allemand Flixbus et l'opérateur français BlaBlaCar qui a racheté Ouibus en 2019. Donc c'est vrai que la libéralisation de ce marché a interrogé BlaBlaCar sur la complémentarité entre le covoiturage et l'autocar longue distance, et parfois la concurrence entre les deux modes. Et donc c'est ça qui a aussi expliqué cette intégration. Et pour vous donner quelques chiffres du secteur, parce qu'effectivement c'est pas encore autant que les trains, et ce ne le sera probablement jamais. Le secteur, 10 ans après, puisqu'on va fêter cette année les 10 ans des autocars longue distance, ça va être près de 15 millions de passagers en France. Donc c'est un chiffre qui commence à peser. Et sur la plateforme de CDG, c'est probablement, les deux opérateurs confondus, près de 250 000 passagers. Donc à comparer avec les 5 millions, c'est bien sûr plus faible, mais c'est pas non plus, on va dire, epsilonesque. Donc c'est un mode de transport qui s'installe, qui est très récent. Donc on n'a pas Touquet Londres, je crois 1967, on n'a pas toute cette histoire, on est extrêmement récent. Et pourquoi est-ce qu'on s'installe puisqu'on offre en fait parfois un mode de transport moins cher. On est à peu près en moyenne dans le secteur 2 fois moins cher que le train à 6 centimes du kilomètre. Et les trains de grande vitesse sont plutôt à 12, donc à peu près 2 fois moins cher en moyenne que le train. Et donc bien sûr c'est un enjeu aussi d'accéder à la gare, puisque si on paye autant un autocar longue distance que l'accès à la gare, ça pose problème. Donc à peu près 2 fois moins cher, mais on est à peu près 3 fois plus long. Donc c'est tous les clients, pas les usagers, mais tous les clients qui peuvent arbitrer entre le temps et l'argent, vont regarder et comparer ces offres. Et donc pour répondre à la question de l'intermodalité, malheureusement aujourd'hui BlaBlaCar n'est pas intermodal, BlaBlaCar est multimodal. Aujourd'hui sur BlaBlaCar, vous pouvez acheter du covoiturage, donc vous pouvez rencontrer un conducteur, donc passager, et il y aura une transaction financière entre les deux. Vous pouvez acheter un autocar longue distance. En Espagne, vous pouvez acheter un train. Bientôt, j'espère, en France, vous pourrez acheter un billet de train. Mais ça reste du multimodal, c'est-à-dire qu'on offre la possibilité d'avoir plusieurs modes de transport, mais on n'offre pas un peu ce que vous décriviez. L'intermodalité, c'est de pouvoir avoir un billet unique, combiné, qui permette de combiner plusieurs modes de transport entre eux. Bien sûr, on travaille dessus, mais ce n'est pas encore disponible. En revanche, l'intermodalité, elle est réelle physiquement, parce que le hub de Roissy, comme d'autres hubs en Europe, puisqu'on dessert l'aéroport de Genève, qui en fréquentation est un peu plus que CDG, il faudrait créer une petite compétition, mais c'est notre premier aéroport desservi en termes de fréquentation, avec moins de liaisons, donc il y a un remplissage très bon sur l'aéroport de Genève. En France, CDG est la première plateforme, Lyon est juste derrière. Donc on voit une appétence pour l'intermodalité physique entre un mode de transport routier qui permet d'être complémentaire au transport public, puisque les zones qu'on dessert depuis au CDG, c'est avant tout Lille, Rouen, Reims, qui sont des zones très mal desservies en dehors de la voiture personnelle, et donc qui sont complémentaires de la grande vitesse. Donc on a une intermodalité physique et qu'on espère pouvoir développer comme une intermodalité digitale en ayant un billet combiné, mais ce sera pour plus tard. Merci beaucoup Aurélien. Merci à tous pour ce premier tour d'horizon sur vos différents secteurs d'activité et leur part apportée à l'intermodalité. J'en profite pour vous dire que si dans le public il y a des questions, on aura un petit temps à l'issue des prises de parole pour pouvoir les prendre. Ça c'est si les intervenants sont suffisamment brefs pour les prochaines questions, puisque ensuite on vient au cocktail évidemment. On a entendu plusieurs mots-clés là pendant ces premières interventions. Je pense notamment au pôle d'échange en tant que pilier structurant de l'intermodalité. Le hub de Roissy en a un, on a même plusieurs, CDG2, Roissy Pôle, CDG1. Côté ADP, l'année dernière, on a entendu beaucoup parler des projets en politique de mobilité portés par la plateforme d'Orly. Donc j'en profite pour demander quels sont les projets qui sont portés côté CDG cette fois-ci et comment vont-ils contribuer finalement à améliorer la connexion entre les terminaux et notamment les zones d'emploi qui sont pour certaines encore difficilement accessibles en transport en commun.
Oui, j'ai envie de dire, CDG, tout le monde n'est pas servi à la même enseigne en termes d'offres et de dessertes. Si on regarde la plateforme, il y a tout l'Ouest, alors tout le monde n'est pas forcément connaisseur de nos infrastructures, mais si on prend la zone cargo, si on prend la zone Air France Industrie, si on prend FedEx, aujourd'hui on a une offre vraiment très faible en fait sur la plateforme pour les salariés qui voudraient pouvoir, le cas échéant, rejoindre en fait ce lieu de travail depuis les pôles de CDG2 ou de CDG1. Et donc c'est déjà pour nous un sujet de bien connecter finalement tous les quartiers de vie, de lieux de travail sur la plateforme. On a aussi des enjeux à l'Est. Et donc c'est dans le cadre de tous les travaux qu'on a menés pour réfléchir à CDG de demain, et notamment en matière d'attractivité de cette plateforme, on a des enjeux très forts de développer l'offre de services sur ces différents quartiers. Alors, je vais commencer déjà par des choses qui peuvent paraître un peu étonnantes, mais dans les offres, on a déjà relancé un plan vélo, et notamment permettre finalement à un certain nombre de salariés de pouvoir rejoindre leur lieu de travail à Charles de Gaulle avec leur vélo. Il y a des demandes très fortes en intra-plateforme déjà, mais aussi et avant tout par rapport à toutes les communes limitrophes qui hébergent ou qui voient un certain nombre de salariés y vivre et qui aujourd'hui ont très peu de possibilités, on va dire, qualitatives pour rejoindre la plateforme en vélo. Donc ça a été effectivement un travail qu'on a relancé, on s'est pleinement inscrit dans le plan vélo de l'Île-de-France et de façon à bien connecter finalement notre réseau interne à la plateforme à tout ce qui se fait autour de la plateforme. Et je pense qu'on a initié la démarche, mais on n'en est pas encore au bout. On s'apprête à mettre, en tout cas les travaux sont lancés, je crois que c'est jusqu'à 6 km de ligne. Alors j'ai eu un 6 à ma droite, un 8 à ma gauche, non, mais bon voilà, donc entre 6 et 8, sachant que ça nous permet notamment de pouvoir connecter depuis le sud de la plateforme les pôles d'échange, enfin les plateformes d'échange, mais on est encore très loin de ce qu'on voudrait faire et on voit qu'on a un potentiel de pouvoir encore développer une bonne quinzaine de kilomètres sur la plateforme. Donc ça c'est déjà un sujet auquel on s'attelle. Ensuite, bien forcément avec la montée en puissance notamment de CDG2 avec tous les accès ferrés, il va falloir ensuite pouvoir irriguer là aussi les différentes zones de l'aéroport, et on va déjà commencer à essayer de s'appuyer sur ce qui existe. Et dans ce qui existe, il y a déjà le CDG Val. Le CDG Val, aujourd'hui, c'est 7 rames. On pense que dans le futur, on doit pouvoir, grâce au développement et au renouvellement du matériel roulant sur les lignes LISA, le métro qui rejoint les satellites d'embarquement du terminal 2E, pouvoir réutiliser un certain nombre de ces rames en fait sur le CDG Val, de toute façon augmenter finalement la fréquence et donc l'offre, pouvoir densifier cette offre et accompagner la montée en puissance des différents pôles de CDG2 et de CDG1. Donc ça c'est une autre réponse qu'on souhaite apporter dans les prochaines années. Ensuite, si on va un peu plus loin dans l'ambition qu'on porte à CDG, on cherche à continuer à développer notre réseau de métro automatique. Ce réseau de métro automatique, il va être bien entendu pour la partie côté piste, airside, à destination première de nos clients passagers, mais il doit aussi servir aux salariés pour pouvoir connecter finalement ce qu'on appelle, ou ce qu'on cherche à développer, des pôles d'accueil sur la plateforme pour les entreprises
qui leur permettrait aux salariés finalement de ne plus rentrer jusqu'à l'intérieur de la plateforme, mais de pouvoir peut-être laisser leur véhicule à l'entrée de la plateforme. Les véhicules individuels, on cherche bien entendu à les réduire sous le coup de tout ce qu'on peut faire tous en commun en termes de développement des transports en commun, mais on voit bien que un certain nombre de zones d'habitat ou de bassins d'emploi sont aujourd'hui très mal desservis, et le véhicule individuel restera encore finalement pour un certain nombre de salariés finalement le seul moyen pour rejoindre la plateforme. Et donc, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur l'embolie, si on veut éviter l'embolie, on va certainement envisager de créer des pôles d'accueil à l'est ou à l'ouest, et connecter ces pôles d'accueil finalement au réseau de métro automatique ou aux lignes de bus qu'on sera amené à développer. Donc ça, c'est aussi un autre sujet. Je parlais de ces zones mal desservies. Tout à l'heure, Île-de-France Mobilité en a parlé avec le BHNS, le bus à haut niveau de service, pour ceux qui ne sont pas forcément habitués des acronymes, ou ce qu'on appelle encore le train de bus, qui est en travail avec le 95, le département du 95, pour bien desservir toute la partie ouest de la plateforme et la connecter à nos pôles. Et on réfléchit aussi, côté ville, à développer un transport en site propre, donc de pouvoir réserver des voies en fait à des bus pour bien desservir les pôles d'emploi de la partie est de la plateforme. Donc c'est sous le coup finalement de toutes ces actions qu'on a actuellement en projet, et pour certaines pour lesquelles les travaux sont lancés, qu'on va répondre finalement à la fois à nos enjeux de mobilité à l'intérieur de la plateforme, mais aussi pour répondre finalement à mieux connecter cette plateforme à nos bassins d'emploi, qui est un vrai défi si on veut rester attractif pour le futur. Donc vélo, TCSP, BHNS, le CDGVAL avec une offre fréquentielle augmentée, et un développement de nos lignes de métro qui viendraient connecter des pôles d'accueil, notamment pour les entreprises, en entrée de plateforme, de façon à éviter le report des véhicules individuels sur le cœur de la plateforme. Merci. Si on s'éloigne un peu maintenant de l'intra-plateforme, on prend un peu de hauteur. Aurélien, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour développer encore plus les cars longue distance vers les aéroports, en particulier CDG? Quels sont les leviers pour y parvenir, étant donné que, vous l'avez dit, le car longue distance a des atouts, notamment par rapport au train? À CDG, il ne manque pas grand-chose. Ça, c'est la bonne nouvelle, puisque l'infrastructure Roissy-Pôle est plutôt qualitative, capacitaire. Mais il manque d'autres Roissy-Pôle. Comme je le disais, les axes les plus desservis, le premier c'est Lille. Donc Lille, grande métropole française, n'a pas de gare routière. Quand je dis n'a pas de gare routière, c'est n'a pas de gare routière. C'est un abribus sur un trottoir. Et qu'on peut imaginer 100 000 passagers Blablacar à Roissy, à Lille c'est 5 fois plus. Donc vous imaginez, on rajoute Flixbus, on est à plusieurs millions de passagers qui montent ou qui descendent dans un autocar longue distance à Lille depuis un trottoir. Et parfois, pour prendre un bus courte distance, si on n'a pas de bagages, un trottoir avec un abribus, c'est une infrastructure qui est convenable. Quand vous prenez un autocar longue distance avec un de bagages, et vous citiez l'exemple vous avez cité l'exemple de personnes qui veulent aller à Bruxelles et où les bagages montent dans une voiture, c'est pareil. Pour nous, les voyageurs viennent avec un ou deux bagages, donc c'est impossible. Donc ce qui manque, c'est d'autres infrastructures autour qui vont faire en sorte que les cars seront plus remplis et que ce sera de plus en plus appétant, et qu'on puisse nous investir, puisqu'on a un acteur privé, investir dans des nouvelles lignes, des nouvelles dessertes, et au fur et à mesure densifier le réseau. Donc ça, c'est la première chose qui manque, et malheureusement, c'est pas entre les mains des interlocuteurs ici, mais c'est entre les mains quand même un peu de l'État et des collectivités de faire en sorte qu'il y ait des infrastructures qui puissent accueillir les autocars longue distance. Ensuite, il manque également des plateformes technologiques qui permettent de combiner. Donc tout à l'heure, je parlais de l'intermodalité vis-à-vis de la multimodalité. Donc aujourd'hui, la majorité des plateformes sont multimodales. L'intermodal est très peu disponible en digital et
et c'est bien sûr ce que Blablacar nous souhaitons faire via l'intégration du train. Alors, pas l'avion à court terme, il y a beaucoup de plateformes qui vendent très bien de l'avion et c'est un marché très concurrentiel. Et Blablacar, petit acteur français, on va pas s'attaquer à ce marché-là aujourd'hui. En revanche, de pouvoir avoir une combinaison entre du covoiturage, du car longue distance, du train, et de pouvoir l'intermodaliser d'un point de vue digital, c'est ça une deuxième chose qui manque. Et en tout cas, nous travaillons dessus, et d'autres acteurs comme SNCF ou Trainline travaillent dessus. Donc on est plusieurs à se mobiliser pour pouvoir offrir une intermodalité. Maintenant, au-delà de l'autocar longue distance, je pense à d'autres projets sur lesquels nous travaillons qui pourraient répondre à des attentes ou des passagers ou des salariés. C'est un produit qu'on est en train de tester qui s'appelle Zen, Blablacar Zen, une application qu'on a mise en production très récemment, fin 2024, qui est une idée du covoiturage un peu porte-à-porte. Donc le cas d'usage qu'on pourrait imaginer, c'est un salarié qui vient en voiture seul sur son lieu de travail, parce qu'il n'y a aucune offre de transport et probablement il n'y aura jamais d'offre de transport public pour lui. Il pourrait embarquer un passager qui habite pas très loin de chez lui, qui va le rémunérer, qui va le compenser pour une partie de ses frais, auquel cas on va rendre du pouvoir d'achat aux salariés et puis rendre un service aux futurs passagers aériens et on décarbonera et parfois les VTC ne sont pas disponibles, les taxis ne sont pas disponibles pour ce genre de trajet très granulaire. Et pour donner un chiffre, aujourd'hui Blablacar Bus on dessert 200 gares en France et on a 200 000 points de connexion de covoiturage. Donc on atteint un niveau de granularité de connexion que d'ailleurs le transport public ne pourra jamais atteindre, puisque dès qu'on fait une ligne, dès qu'on imagine une ligne, on va devoir décider des points. L'avantage du covoiturage qui est complémentaire de ces réseaux très pendulaires et capacitaires, c'est qu'on peut connecter quasiment une infinité de points pour vraiment aller plus que du transport à la demande, c'est vraiment du transport en fonction de là où les gens sont, et donc on a une infinité quasiment de points, et c'est là où on pourrait être aussi complémentaire pour à la fois servir les salariés et les usagers. Et je ne vais pas parler de Blablacar Daily, parce que je sais que ADP a un partenariat avec une autre entreprise de covoiturage, mais Blablacar Daily, dans d'autres villes ou dans d'autres infrastructures, permet aussi de faire du covoiturage domicile-travail entre salariés, mais voilà, j'en parlerai pas plus. Ça s'appelle Caros, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Moment pub. Merci beaucoup Aurélien. Quand on a préparé la conférence, il y a un autre sujet, un autre frein qui a été soulevé, que vous nous souleviez, sur la réticence de certains passagers à venir prendre un car finalement à l'aéroport. C'est le coût d'accès à l'aéroport, puisque vous l'avez peut-être entendu, depuis début janvier, IDFM a proposé un tarif unique en Ile-de-France de 2,50 € pour tous les trajets dans la région, sauf pour les aéroports. Donc je me tourne vers vous, Laurence, non pas pour savoir pourquoi, mais de manière un peu plus large, pourquoi est-ce que la tarification est un vrai enjeu dans la recherche de plus d'intermodalité? Je crois que la manière de présenter la question de la tarification est un peu tendancieuse quand même. Je voudrais déjà rappeler que la tarification est toujours la même pour les usagers habituels des transports en commun qui bénéficient d'abonnements qui sont, quoi qu'on en dise, à un tarif quand même extrêmement préférentiel, et d'autant plus que les employeurs en remboursent une très grande partie. Voilà, donc pour les salariés, en tout cas ceux qui utilisent les transports en commun au quotidien en Ile-de-France, ces abonnements restent la meilleure solution, bien entendu. Donc ce qu'on a changé, c'est la tarification occasionnelle, pour les voyageurs occasionnels, avec une simplification, et pour le coup, c'est quand même globalement moins cher que ça n'était. Alors pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, avec effectivement, il n'y a plus que deux tarifs, 2 € pour un ticket bus-tram et 2,50 € pour un ticket métro-fer. Et puis surtout, on a lancé, ça existait déjà, mais maintenant c'est disponible sur l'ensemble de l'Île-de-France. On incite surtout les franciliens ou les salariés qui travaillent en Île-de-France, même s'ils résident en dehors de l'Île-de-France, à s'inscrire au service Navigo Liberté Plus, parce que ça permet, quand bien même on est un voyageur occasionnel, de bénéficier de tarifs extrêmement avantageux.
et qui reviennent largement même moins cher que dans la tarification précédente. Alors effectivement, les voyageurs aériens, oui, pour se rendre à l'aéroport, en métro, en RER, par Orlibus ou par Roissy-Bus, c'est 13 €. Effectivement, bon, c'est un choix, hein, parce que le voyageur aérien est quand même un voyageur qui a un certain pouvoir d'achat, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les franciliens. Voilà, donc c'est très clair. Alors effectivement, on a notamment, par exemple, dans la tarification Liberté Plus, conscient qu'il pouvait y avoir des effets de bord quand même sur le RERB. Il y a quelques exceptions, donc Roissy fait partie des exceptions avec des tarifs moins chers quand on prend le RERB depuis la Plaine Saint-Denis par exemple, le Bourget, etc. C'est pas 13 €. C'est un peu moins cher. Mais je crois que globalement, voilà, on incite nous de toute manière les franciliens à avoir un abonnement. Et dans ce cas, j'ai envie de dire, et je pense que la clientèle, en tout cas francilienne, de Blablabus par exemple, j'imagine, est plutôt une clientèle qui possède un abonnement dans sa poche et pour lequel l'argument de 13 € c'est trop cher, je pense que ça ne vaut pas parce que du coup c'est au tarif marginal, au coût marginal, c'est gratuit. Voilà, donc je crois qu'il faut le voir comme ça. Et en revanche, 13 € c'est de toute manière moins cher que de prendre le taxi ou le futur CDG Express, hein, donc ça reste quand même un tarif avantageux. Merci pour ces éclairages. On l'a vu finalement, intermodalité, c'est faire dialoguer plusieurs opérateurs, plusieurs gestionnaires d'infrastructures, et c'est peut-être là que réside une des grandes difficultés de l'intermodalité. Ce qui a permis de favoriser certains éléments intermodaux finalement cet été, ce sont les JO dont on a déjà parlé. Vous avez peut-être entendu parler du nettoyage de la verrière en gare de CDG2. On a aussi amélioré la signalétique dans la gare. Tout ça en vue d'améliorer la qualité de service, c'est un des credos du groupe ADP. Malheureusement, aujourd'hui, la qualité de service pour les passagers en correspondance RFR est quand même encore un peu moindre que celle pour les passagers en correspondance RR. Alors comment faire pour y remédier dans un contexte où effectivement la gare CDG2 va se remplir de plus en plus, les chiffres ont été cités tout à l'heure, avec un doublement, voire un triplement de fréquentation. Jean-Claude. Ouais. Je vous propose de partager quelques chiffres encore pour voir ensemble d'où on part et où il va falloir arriver d'ici 2050, et donc probablement avant 2050. Les 15 millions de voyageurs aujourd'hui de CDG2, c'est Rennes, c'est Toulouse-Matabio, c'est Monaco. Il y a une gare à grande vitesse à Monaco et elle accueille 15 millions de voyageurs. Donc c'est une grosse gare régionale. Avec le pôle CDG1, CDG2 sur les modes de transport ferrés, on arrive à 28 millions, 23. Et 23 millions, c'est Strasbourg ou Bordeaux-Saint-Jean, d'autres grosses capitales régionales qui sont de plus en plus réputées par l'usage du train. Et quand on parle de 45 millions en 2050, et qu'on cherche aujourd'hui quelles sont les gares qui ont cette fréquentation, on s'aperçoit que c'est Lyon, Pardieu, qui est la 5e de France, donc c'est juste énorme, 45 millions. C'est derrière Paris-Nord, Paris-Lyon, Saint-Lazare, donc Paris-Nord 200 millions, en dessous c'est 100 millions, donc ça se bat dans le top 10. Donc évidemment la fréquentation dans ces pôles d'échange va aussi augmenter en 2050, mais si vous avez l'occasion d'aller à Lyon-Pardieu, n'hésitez pas à faire le voyage. Le pôle d'échange est en pleine restructuration, ça fourmille, et ce qui est fait donne vraiment envie de prendre le train. Donc l'enjeu pour nous en 2050, c'est de donner envie de prendre le train pour aussi prendre l'avion longue distance et décarboner la planète. Donc, blague à part, ça donne une idée de la marche qu'il y a à franchir entre aujourd'hui et 2050 pour accueillir autant de voyageurs qu'à Lyon-Pardieu, dans un environnement qui est... Lyon-Pardieu, c'est une gare très horizontale avec les voies au-dessus, et CDG, comme vous le connaissez, c'est plutôt une gare verticale avec les trains en dessous. Et donc la façon dont on aborde ces sujets-là, en considérant que ce qui a été fait pour les JO modulo quelques adaptations, évidemment sans doute, surtout d'information voyageurs, va permettre d'accueillir les prochaines modes de transport, ce que Laurence citait à l'horizon 2030. Et c'est de travailler ensemble à l'identification des besoins, vous l'avez dit aussi,
On part de là, c'est quels sont les besoins des clients, quels sont les besoins de l'autorité ou des autorités organisatrices des mobilités, puisqu'avec Roissy-Picardie, il y en a deux à Roissy. Il y en aura deux à Roissy. Donc, quels sont les besoins des clients, quels sont les besoins des transporteurs, des autorités organisatrices. Et la maille, pour nous, est très très fine dans la façon d'organiser, comme dans votre périmètre, les mobilités à l'intérieur du pôle. C'est le train le plus chargé, dans l'heure de pointe la plus chargée, qui définit la façon dont on conçoit les circulations verticales, dont on les dimensionne, et les circulations horizontales. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, comme dans votre environnement, c'est la manière dont les services sont définis et dont ils sont positionnés par rapport au flux, soit à proximité immédiate des flux, pour que les commerces offrent le meilleur service et donc les meilleures recettes, ou plus à distance des flux pour des espaces confortables ou de la distribution plus confortable. Donc notre enjeu dans les mois qui viennent et les années qui viennent, ça va être ça, c'est d'aller ensemble bien sécuriser la donnée prévisionnelle, et à l'horizon des 2050, je le disais tout à l'heure, on le partageait, c'est la boule de cristal, mais on va ensemble probablement identifier des fourchettes hautes, des fourchettes basses, des scénarios, et imaginer surtout les cheminements des clients à l'intérieur du pôle entre les différents modes de transport ou services qui les intéressent. Et le raisonnement, on le démarre à l'échelle du train de pointe dans l'heure de pointe, et on le poursuit, on va le poursuivre ensemble jusqu'à l'échelle du pôle d'échange, CDG1, CDG2, dans notre appellation, les gares routières, les stationnements, les dépôts de taxi, de manière à pouvoir construire pour faire court, les 3 mètres d'ouvrage que nous sommes entre nous pour les gares et connexion, direction des grands projets, pour la gare longue distance CDG2, nos collègues maîtres d'ouvrage de l'Île-de-France pour la gare CDG1, parce que pour faire simple, on est deux, avec vous côté ADP en maîtrise d'ouvrage et en exploitation avec la direction de l'aéroport. Et de notre côté, nous travaillons aussi avec 2 exploitants pour être encore plus simple. Un pour la gare grande vitesse CDG2 et Transilien qui exploite la gare de CDG1. Donc c'est ça notre enjeu, c'est de travailler ensemble, de bien nous coordonner, de bien identifier les besoins, de bien identifier et définir les services, les hiérarchiser, les organiser dans le temps, pour que aucune intervention ne soit une fausse manœuvre par rapport à la suivante, puisqu'évidemment nous sommes comptables des euros investis, et quelle que soit leur origine. Et donc les conditions de réussite de ce travail, c'est vraiment la coopération, l'échange de données, qui n'est pas simple dans le contexte de confidentialité que j'évoquais. Donc les infos, même entre nous, même dans des groupes de travail, en très petits comités, ont du mal à sortir, parce que chacun craint que ça puisse fuiter dans le public ou chez le concurrent. Donc c'est très important de pouvoir créer un climat de confiance dans cette construction de la coordination, de la collaboration, pour que les bonnes données soient partagées, et que les bons services et les bonnes circulations soient proposés à nos clients au pluriel. Merci Jean-Claude. On a déjà atteint la limite du temps, donc il me reste 2 questions. Je vous demanderai d'être assez court, Laurence et Régis. Mais finalement, le maître mot, effectivement, on l'a entendu, c'est le travail ensemble quand on parle d'intermodalité. Et peut-être d'autant plus à CDG, où demain, IDFM devra travailler certainement main dans la main avec l'AOM, l'Autorité organisatrice des mobilités des Hauts-de-France. Donc comment faire pour que toutes ces parties prenantes se synchronisent au mieux, et en particulier sur la plateforme de Roissy? Je crois qu'effectivement, on voit que c'est quand on a finalement des possibilités de travailler ensemble, et les grands projets finalement sur la plateforme nous donnent cette occasion. On avait eu à un moment donné le projet de Terminal 4, sur lequel on avait travaillé pour apprécier quels allaient être potentiellement les impacts sur la desserte francilienne.
Voilà, aujourd'hui vous avez un autre projet, on voit qu'on a d'autres enjeux voilà, qui aujourd'hui apparaissent. On a nous-mêmes nos propres projets qui ont changé. Les Cars Express, c'est une politique effectivement nouvelle. Donc c'est l'occasion de retravailler ensemble et d'arriver à concevoir cette desserte au mieux. On voit que les enjeux ne sont pas simples, parce que c'est pas simple effectivement d'arriver à irriguer toute la plateforme. Donc on a déjà maintenant lancé ce travail en commun. On en a, je pense, pour pas mal de semaines, de mois devant nous de travail. Et puis, à mon avis, il faut qu'on arrive à faire aussi des points réguliers, justement, où on met ensemble tous les acteurs de la mobilité sur cette plateforme aéroportuaire pour faire un point d'avancement, voilà, sans attendre forcément les nouveaux grands projets des uns et des autres. Merci. Le travail en commun dont parle Laurence, c'est la concertation volontaire dans laquelle s'inscrit CDG et s'inscrit ADP au sens plus large. Régis, dernière question. Quels sont les enjeux principaux finalement de cette concertation, notamment en ce qui concerne les mobilités et puis l'intermodalité? On cherche aujourd'hui, on est le premier aéroport d'Europe. On est le champion européen, il faut qu'on l'assume et on travaille nous tous pour le rester. Pour le rester, bien entendu, c'est des infrastructures qui doivent évoluer en support de nos clients compagnies aériennes pour accompagner leur stratégie. C'est aussi finalement de rester et de continuer à être, et encore plus, une plateforme attractive pour les salariés. Et là, dans la phase dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la pré-concertation, où on passe énormément de temps avec Pierre, Émeric et toutes les équipes qui sont à nos côtés, à aller dans les territoires, au contact des élus, systématiquement, le sujet des mobilités, c'est le sujet clé en fait. Il n'y a pas un maire, il n'y a pas une collectivité territoriale, il n'y a pas un conseil départemental qui ne vient pas vers nous en nous disant « Aidez-nous, aujourd'hui on a des bassins d'emploi avec des salariés qui vivent aujourd'hui des moments au quotidien très difficiles pour rejoindre cette plateforme. Il faut qu'on travaille tous ensemble avec IDFM, avec la SNCF, avec tous les acteurs de la mobilité pour essayer de trouver des solutions pour mieux connecter la plateforme à tous ces bassins d'emploi. » Ça, c'est vraiment le thème qui revient en permanence. Donc, fort de tout le travail qu'on a initié tous ensemble, il y a des réponses qui vont être apportées et qui commencent à être apportées à tous ces salariés. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, au travers de l'histoire, on a quand même beaucoup développé un axe nord-sud en termes de mobilité. Les défis qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir apporter des réponses à tous les bassins d'emploi qui se trouvent à l'est ou à l'ouest de la plateforme. Et donc tous les projets que j'ai pu, certains des projets que j'ai pu citer sont là aussi pour y répondre, le BHNS notamment, mais on doit aller plus loin. Et donc c'est vrai que dans les attentes, on entend souvent parler de projets de plus long terme comme la ligne 19, et ça on sait très bien que c'est des enjeux très compliqués puisqu'il y a des problèmes de financement en plus, mais c'est vrai que c'est comme ça l'expression numéro 1 qui vient des territoires, c'est aidez-nous à mieux connecter votre plateforme à nos territoires. Parce que derrière, c'est tous les enjeux d'acceptation de ce qu'on est. En fait. Tous les maires qu'on rencontre, finalement, en tout cas ceux qu'on a vus jusqu'ici, ont compris ce qu'on voulait faire pour le futur de CDG et ont compris qu'en fait, on n'était plus sur le projet du T4 qui allait leur mettre à terme 800 000 avions au-dessus de leur tête. Par an, 800 000 mouvements, et qu'on était sur quelque chose de beaucoup plus mesuré en termes de développement, beaucoup plus acceptable. Mais pour que cette acceptabilité elle soit pleinement, que ce soit pleine et totale, il faut qu'on puisse les aider dans leurs difficultés qu'ils ont. Et dans les difficultés qu'ils ont, c'est qu'il y a un certain nombre de bassins d'emploi aujourd'hui n'ont pas accès à la valeur qu'on peut créer à Charles de Gaulle, la valeur travail, la valeur intégration dans la société civile, et il y a cette très forte demande de tous les élus. Et donc pour nous, effectivement, c'est l'enjeu majeur qui se cache derrière la mobilité. En fait, c'est effectivement de poursuivre la pleine intégration de l'aéroport dans ce territoire, son acceptabilité par nos riverains,
Et ça vient effectivement du travail qu'on va faire tous ensemble. Et si je parlais des pistes cyclables tout à l'heure, on était à Goussainville avec un certain nombre qui sont dans la salle, on discute avec le maire. Goussainville, à vol d'oiseau, ça doit être à 4-5 km de CDG. Si on veut venir en vélo de Goussainville, c'est à minima 40 à 45 minutes, et encore en empruntant finalement des routes qui sont impropres en fait à la circulation en vélo. Et on voit bien quand même que c'est vrai que c'est quelque chose qui doit pouvoir être adressé aussi au travers de cette concertation. C'est de trouver ensemble des voies et des moyens quand même d'arriver à faire des choses, y compris avec les mairies d'emprise ou de très proches de l'aéroport pour les salariés qui y vivent. Voilà. Merci pour ces précisions. Merci déjà à tous les quatre pour être arrivés jusque-là. Donc on l'a vu, l'intermodalité, c'est le passager qui voudrait prendre le TGV avant d'aller prendre son avion. C'est finalement le riverain qui pourrait vouloir prendre son vélo pour arriver sur la plateforme avant de continuer son chemin vers Paris en RER. Et puis c'est vous, les salariés, qui voudraient peut-être laisser de côté votre voiture individuelle au profit de transports plus décarbonés. Donc ça me permet d'ouvrir ici l'échange. Si vous avez des questions qui ont émergé pendant la table ronde, c'est le moment, on a encore quelques minutes. Merci pour l'échange, c'était en fait un super panorama. J'ai compris qu'on avait parlé beaucoup d'infrastructures capacitaires, beaucoup d'accueil de volume de personnes, de voyageurs. En revanche, j'ai pas entendu l'acronyme PSH. Donc ma question, je suis désolé, je continue de porter le flambeau. Donc ma question, c'est en fait, est-ce que individuellement, et quelque part je le sais, individuellement dans vos différentes sociétés, vous réfléchissez quand même à ce type de passagers, à ce type de voyageurs, et comment vous y réfléchissez? Et puis après, de manière collective, est-ce que vous vous parlez entre vous pour que l'intermodalité ce soit également quelque chose de possible pour la personne en situation de handicap? Je vais me lancer. Bon, PSH, personne en situation de handicap, tu viens de le dire. Je pense qu'on est vraiment au début du partage entre nous. Néanmoins, au regard si on revient sur les jeux, on a commencé à s'interroger dans le parcours de nos clients en situation de handicap entre la gare, TGV et nos terminaux. Et on a vu que finalement, ce qu'on leur faisait vivre avec une rupture de charge qui n'était pas au bon endroit, avec une rupture dans le service, c'était une source historique de récrimination en fait, de ces clients. Et finalement, ensemble, en se parlant avec la SNCF, on a réussi à faire évoluer finalement la façon dont on prenait en charge les personnes en situation de handicap à la gare ou dans les terminaux pour essayer d'améliorer leur parcours au sein de nos installations. On en est vraiment au début, mais en tout cas, il y a déjà eu une première approche où on a commencé à se parler en commun des enjeux qu'on avait dans le traitement et dans l'expérience de nos clients en situation de handicap dans nos infrastructures et finalement dans une démarche d'intermodalité puisque eux-mêmes sont des passagers entre le fer et l'air. Il faut qu'on poursuive avec tous les autres acteurs de la mobilité au niveau de la plateforme. C'est des enjeux pour nous sur l'adaptation des infrastructures en matière d'accessibilité, donc il y a tous les plans d'accessibilité qui sont mis en œuvre par le groupe, mais il faut qu'ils soient bien raccord avec par ailleurs ce que tous les autres acteurs de la mobilité sur la plateforme font eux-mêmes en termes de politique. Je vais compléter une seconde. La réponse est un gros oui, évidemment. Évidemment, c'est un grand oui. Et je me disais même, je trouve ça rassurant qu'on n'ait pas ciblé une population particulière plutôt qu'une autre. Pas de la démagogie ni de la provoque, mais c'est vraiment, ça fait partie, comme je disais, on cherche à répondre aux besoins de tous les clients. Et les besoins des clients PME, PSH, ponctuels, temporaires ou plus malheureusement plus durables, sont évidemment pris en compte
dans la manière dont on définit, dont on décide, dont on conçoit nos gares, nos pôles d'échange. Et c'est une préoccupation qui est partagée avec tous les acteurs de la mobilité. Vous parliez des maires, c'est le cas des maires, c'est le cas des autorités organisatrices de mobilité. Et dans la façon aussi dont on aborde, il y a l'infra, il y a le hard, et puis il y a l'info qu'on donne aux voyageurs pour faciliter le voyage, pour qu'ils puissent se repérer, quelle que soit la manière de se repérer dans l'espace ou de percevoir l'environnement. Et donc il y a des réflexions pour donner de l'info, la donner en temps réel. Vous l'évoquiez aussi lorsque vous abordiez d'infos à donner aux voyageurs. C'est du temps réel, c'est du compréhensible pour tout le monde, et du compréhensible avec le plus d'autonomie possible. Et évidemment, avec assistance quand il en faut, et en autonomie quand c'est possible. Juste pour dire effectivement que, évidemment, la mise en accessibilité du réseau de transport en commun, c'est un des axes majeurs des politiques d'Île-de-France Mobilité. Aujourd'hui, on a un nombre de gares qui correspond à peu près à 95% du trafic qui est accessible. Alors effectivement, elles ne sont pas toutes accessibles, mais en tout cas, toutes celles qui concentrent le plus de trafic sont accessibles, avec un gros effort qui avait été fait notamment avant les Jeux Olympiques. Le réseau de bus qui devient de plus en plus accessible. Dans Paris, il est totalement accessible, en proche couronne quasiment aussi. Grande couronne, c'est encore moins le cas, il y a encore des efforts à faire, mais qui sont plutôt du côté des arrêts et des collectivités, en fait. Voilà, qu'on accompagne financièrement pour accélérer cette mise en accessibilité. Et puis maintenant, voilà, on travaille sur quid du métro. Alors évidemment, tout le métro du Grand Paris Express sera accessible, donc ça va être un gain majeur. Et on va aussi regarder ce qu'on peut faire pour le métro historique dans les prochaines années. On a fait le tour. Les cars Macron, les autocars longue distance, doivent être équipés de rampes PMR. Donc, je vais parler un des handicaps qui, lorsque vous avez un fauteuil, ils doivent être équipés avec une rampe PMR. Donc c'est le cas de plus de 95% des autocars qui roulent. Ensuite, j'ai parlé des infrastructures. Parfois, il y a des... Voilà, Lille, c'est un trottoir, donc vous pouvez avoir un car équipé d'un PMR, mais ça ne veut pas dire que ce serait aisé de pouvoir la mettre en œuvre. Et également, donc, les chiens sont interdits à bord des autocars, sauf les chiens d'accompagnement, qui bien sûr sont autorisés. Donc on va dire par nature, l'autocar de distance a été mis dans la loi comme qui doit être équipé PMR pour les fauteuils. Merci. Il y a encore des améliorations à faire, mais en somme, le sujet est bien pris en compte. Il y a une autre question peut-être. Donc bonjour, Timothée, IT Chasse et OCT. J'avais une question concernant Blablacar. Vous avez parlé beaucoup en fait du sujet des cars pour les passagers qui avaient à prendre l'avion, mais avec la fermeture de Bercy et des gares un peu au centre de Paris, est-ce qu'il y aura aussi une réflexion autour de transformer les pôles de Roissy et d'Orly comme des pôles pour les voyageurs qui souhaitent rejoindre le centre de Paris et pas forcément les avions? Je ne sais pas si tout le monde est au courant, donc je vais juste faire une introduction très rapide, mais il y a, en septembre 2023, le premier adjoint de la maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui est maintenant député, a annoncé que la gare fermerait dans un horizon après JO. Bon, on est après les JO, elle est toujours ouverte. Mais en tout cas, il a annoncé la volonté de la mairie de fermer la gare de Bercy, qui est la première gare routière de France, plus de 4 millions de voyageurs. L'ART, donc l'autorité de régulation des transports, s'est saisie du dossier pour faire une étude. Donc en juillet, ils ont publié une étude très quantitative sur quels pourraient être les scénarios alternatifs et l'impact de ces scénarios. Et dans l'étude, il est assez clair qu'avec le marché actuel et son développement dans les 5 prochaines années, le marché ne peut pas supporter un nombre trop important de gares. Parce que si vous avez, d'ailleurs l'aérien n'en a que 2 à Paris, donc le secteur pourrait difficilement supporter plus de 2 gares structurelles. Alors passer de 1 à 2, pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui Bercy concentre plus de 90% des voyageurs d'Île-de-France, mais passer au-delà de 2, difficilement. Donc que Orly et Roissy soient les 2 futures gares parisiennes, pourquoi pas. Maintenant, ça ouvrirait quand même la question de la tarification, puisque même si une partie des voyageurs sont des voyageurs d'Île-de-France qui pourraient avoir des abonnements, plus de la moitié sont quand même des occasionnels, donc ils paieraient le tarif occasionnel. Et aujourd'hui, un billet
de tokens longue distance en moyenne, c'est 20 euros. Donc si vous payez 13 euros, dans le cas du Schneider Express, beaucoup plus pour un trajet de 20 euros, ça pose problème économiquement et en termes de temps de trajet. Aujourd'hui, donc CDG avec l'offre actuelle, c'est à peu près 1 heure du centre de Paris. Si c'est ensuite pour faire 4 à 6 heures de voyage en car, aujourd'hui Bercy c'est 7 minutes de Châtelet. Donc le rapport est assez clair, donc je ne vais pas répondre au nom de Blablacar, mais plutôt au nom de la RT qui est une voie très objective. Que Roissy et CDG ne peuvent pas être des alternatives crédibles comme des points centraux, mais pourraient être des points complémentaires, puisque tous les voyages ne viennent pas que de Paris-Centre, la moitié viennent de Paris-Centre et l'autre moitié des restes des territoires. Donc CDG et Orly peuvent être des points de desserte, et c'est pour ça que nous on développe l'offre. On ne développe pas l'offre que pour l'intermodalité avec l'air, on développe aussi l'offre pour des voyageurs qui viennent de territoires autour d'ici. Merci. Alors on prend peut-être une petite dernière et puis on clôt. Ah, tout au fond. J'avais une petite question. Déjà, merci beaucoup pour vos interventions. J'ai une petite question un peu en prolongement concernant les gares routières. Je voulais savoir tout simplement qui s'occupe de la gestion de ces gares au niveau français. Parce que les gares ferroviaires, c'est Gares et Connexions, modulo quelques gares régionales. Les aéroports, c'est des sociétés plutôt robustes. Bon, ADP, des petits même les petits aéroports sont gérés par les collectivités locales. Qui gèrent aujourd'hui les gares routières? Qui sont vos interlocuteurs? Donc, la loi Macron a créé les gares Macron, mais pas les gares Macron, ça c'est une certitude. Il n'y a pas eu de réflexion sur la gouvernance. C'est dommage, mais ça n'empêche pas le secteur de s'être développé tout de même. Donc c'est pas une infinité, mais ça peut être différents interlocuteurs. Donc ça peut être à Beauvais, on parlait des navettes Beauvais, donc il y a une gare routière à Beauvais qui est gérée par l'aéroport. Roissy-Pôle, en fait vous avez une diversité assez large de conseils régionaux, des AOM, des régions, des conseils départementaux, des métropoles. À Lyon, c'est la métropole. Donc je pourrais faire la liste autour d'un verre pour nous, mais c'est une infinité. Donc effectivement, il n'y a pas de réflexion qui a été menée. Elle sera peut-être menée. Monsieur Durouvray, l'ex-ministre Transport, avait évoqué l'envie de s'intéresser à la gouvernance des gares routières dans le cadre des CERN, puisqu'en fait il y a une énorme opportunité. Les cars express, c'est une énorme opportunité pour la mobilité routière de manière générale. Pas du tout que pour les longues distances, mais aussi pour bien sûr la courte distance. Et donc si des pôles intermodaux routiers naissaient, ce serait dommage de ne pas y intégrer la longue distance, mais voilà, je ne sais pas trop où on est les groupes de travail sur les cars express maintenant, puisque le ministre a changé. Mais il y a une opportunité de simplifier la gouvernance, mais on pourra s'en reparler dans 10 ans, je pense. Et au cas précis de Charles de Gaulle, c'est nous, et on a confié l'exploitation en fait à Keolis, à CDG. Voilà. Je crois qu'on a fini, c'est ça, le tour des questions. Je vois un pouce levé d'Étienne. Déjà, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir pour participer à cette table ronde. Merci à tous nos participants et intervenants pour les échanges. J'espère qu'ils auront permis en tout cas d'apporter un éclairage un peu complémentaire à tout ce qu'on peut nous travailler en interne au sein du groupe. Et puis on voit qu'en fait on a encore beaucoup de choses à faire et que les mobilités et l'intermodalité sont vraiment au cœur des enjeux du futur de CDG, d'Orly. Et on a effectivement bien plusieurs beaux projets à porter tous ensemble. Voilà. Merci à vous.